Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui va Bonjour. parler d'écosystème travel. Quelles solutions pour quels besoins? Et donc, je serai accompagnée de deux compères aujourd'hui. Donc, d'abord, Grégory Baumann. Bonjour. Bonjour Kathleen. Directeur général adjoint chez Abbas Voyage. Et puis, Hugo Bichera, VP OBT et partenariat chez CDS. Donc, Enchanté Kathleen. voilà, l'idée aujourd'hui est de comprendre un petit peu mieux cet écosystème voyage qui va un peu nous permettre de défricher un petit peu ces sujets et puis de comprendre qu'est-ce qu'il faut aller regarder pour comprendre un petit peu ses besoins et savoir qu'est-ce qui est le plus adapté. Alors, en guise un petit peu d'introduction, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de replanter un petit peu le décor pour comprendre exactement de quoi cet écosystème est constitué. Et je voulais rentrer en prenant deux extrêmes. Alors, techno, c'est un choix délibéré, mais voilà, un petit peu pour bien comprendre. On va avoir d'un côté ces solutions qui sont complètement intégrées agence, donc qui font corps quelque part outil agence, qui présentent, on va dire, le principal avantage d'être complètement intégré. Donc, on a une technologie qui épouse complètement tous les processus de l'agence. Là où, évidemment, on va avoir une codépendance. Nécessairement, si on veut changer d'agence ou changer d'outil, il faut changer tout le dispositif. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être forcément, on y rentre par la techno. L'ADN de cet écosystème est très technologique. Donc évidemment, ça va être ce qui va faire le principal atout. Mais forcément, on peut se poser la question de l'humain derrière. Là où, par exemple, à l'opposé complètement, on va avoir des systèmes complètement agnostiques. Donc, vous pouvez plugger cet outil à n'importe quelle agence, on va dire en théorie. Et puis, alors là, pour donner quelques exemples, sur le premier, on pouvait avoir des Navan, on peut avoir Egencia, Farm Jungle, etc. Là où, voilà, sur les outils purement agnostiques, on peut avoir du Concur, du KDS, du Goélette, enfin voilà, quelques noms comme ça qui représentent bien ce type de technologie. On a une totale indépendance, donc en fait, peu importe l'agence qu'on peut avoir derrière, on peut plugger ces outils. Mais par contre, on n'a pas d'intégration native. Donc forcément, en fonction des agences qu'on va avoir derrière, on peut avoir des fonctionnalités qui fonctionnent moins bien ou des choses qui peuvent être activées ou non. C'est complètement ça. Et je dirais que même pour aller un petit peu plus loin, effectivement, il y a deux partis pris. Le parti pris de l'agence SBT, contenu hôtel, tout intégré, tout en un, donc ultra intégré, comme tu l'as dit Kathleen, mais pas forcément interopérable avec les autres acteurs. Et il y a l'autre où les briques sont indépendantes, mais imbriquées et compatibles. Par contre, là où c'est important, il faut bien s'assurer de la compatibilité et quelle compatibilité entre ces briques. Parce qu'effectivement, les briques peuvent être indépendantes, mais le niveau d'intégration, que ce soit technologique, que ce soit entre l'agence, son SBT, la formule de l'hôtel, ou même en termes de ticketing, tout ça est très dépendant les uns des autres. Donc là où c'est intéressant, c'est de savoir quel est le niveau d'interopérabilité entre les outils et quel est ce niveau et cette maturité d'intégration. Ouais, je partage le commentaire d'Hugo. Alors c'est vrai que dans la présentation qui est faite là, on a une ligne qui est très marquée entre les deux modèles. On pourrait peut-être ajouter un modèle qu'on pourrait appeler modèle intermédiaire et qui concerne quelques TMC en France, des TMC qui utilisent de longue date et majoritairement une technologie. Et même s'il n'y a pas de lien capitalistique entre ces agences et les éditeurs, ce sont des agences qui ont une expérience solide dans la solution, l'intégration est forte et les équipes de l'agence maîtrisent la solution. Et je pense que le sujet de l'intégration et de la connaissance de la solution est probablement plus important pour les entreprises que les sujets capitalistiques. Mais là, le démarrage qu'on fait est un démarrage qui est fait sur la partie technologie. Et au même titre, peut-être, si je peux me permettre ce commentaire, qu'il y a des différences marquées entre les solutions. Il y a aussi des différences marquées entre les agences, parce que, et peut-être contrairement aux croyances, toutes les agences ne se ressemblent pas. Je parle des agences de voyage, et toutes les agences de voyage ne rendent pas le même service. Peut-être pour illustrer, il y a des agences de voyage aujourd'hui qui ont un focus national, quand d'autres ont un focus international. Il y a des agences de voyage qui ont des process
très industrialisées, quand d'autres ont une capacité à s'adapter ou une volonté de s'adapter aux spécifiques des clients. Il y a des agences de voyage qui ont des équipes virtualisées, quand d'autres ont des équipes dédiées ou semi-dédiées. On a des agences de voyage qui opèrent en offshoring, c'est-à-dire avec des équipes qui sont en dehors des frontières, et d'autres qui ont des équipes qui sont sur le territoire. On a des agences de voyage avec des grands plateaux, d'autres avec des petites équipes, des agences de voyage grands comptes, d'autres PME, PMI, la liste est longue. Et peut-être pour conclure aussi, ou rajouter un point, il y a des agences de voyage qui ont comme ADN la technologie, et d'autres qui ont comme ADN le service. Et peut-être qu'il y a un risque de trop surestimer le sujet de la technologie dans l'écosystème travel versus le rôle de l'agence. Parce que ces dernières années, on peut faire le constat, on a beaucoup parlé de technologie dans l'univers du travel. C'était nécessaire parce qu'il y avait un vrai besoin de gagner en maturité. C'est une réalité. La maturité a progressé fortement chez tous, chez les éditeurs, chez les agences de voyage, chez nos clients. En revanche, la compréhension du modèle de l'agence de voyage, lui, probablement n'a pas gagné en maturité de la même manière. Quelles sont les organisations des agences de voyage? Comment elles opèrent? Qui sont les équipes des agences de voyage? Quel est le modèle économique de l'agence de voyage? Quel est le niveau de service qui est offert? Ce sujet-là, on n'a pas, je vais faire une autocritique, hein, nous les agences de voyage, on n'a probablement pas pris suffisamment de temps pour l'expliquer, ce qui a fait que pour certains, on a été considéré comme une commodité, alors que, je le répète, les différences de services sont réelles, et c'est important de savoir, quand on est entreprise, quelle est l'agence de voyage qui va apporter le niveau de service que l'on attend. Et si je me permets, tu as complètement raison, mais c'est là où il y a une vraie complémentarité entre la techno et le service de l'agence de voyage, et c'est évident. Une techno toute seule n'est pas efficace sans service. Et à l'inverse, effectivement, on le voit en période de crise, l'humain est essentiel. Quand il y a des périodes de grève, bien évidemment, la période Covid, etc., mais c'est là où la techno avait ses limites et le service, l'humain derrière les agences de voyage a été essentiel pendant cette période. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de se dire, bon voilà, on est dans le cadre d'un écosystème, on ne peut pas mettre la technologie, on ne peut pas tout miser sur la techno ou on ne peut pas tout miser sur l'humain. Maintenant, pour comprendre exactement qu'est-ce qui nous correspond le mieux en tant qu'entreprise, il y a quand même un peu ce devoir d'aller chercher de l'information, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, pour un peu évaluer aussi quelles sont mes priorités, ce vers quoi je veux aller, quels sont mes enjeux. Et pour ça, je voulais quand même faire un petit constat et essayer de casser les idées reçues qu'il peut y avoir sur le sujet. Non, ce n'est pas parce que je suis une PME que j'ai des besoins simples, que je peux avoir que de la techno, quelque chose qui est en plug and play, et puis bon tout va rouler. Nécessairement, on peut avoir des entités à l'international, on peut aussi avoir beaucoup de déplacements dans des zones à risque. Enfin, je donne quelques exemples comme ça, mais qui montrent que quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut qu'elle fasse ce travail d'introspection. Mais c'est un vrai constat, et là aussi la situation a probablement fortement évolué ces dernières années. Désormais, en effet, les besoins entre ces PME sont très proches des besoins des grands comptes. Alors, c'est vrai que chez Havas Voyage, le marché des PME est un marché qu'on connaît bien, c'est le cœur de notre portefeuille. Nous, notre définition d'une PME, c'est des comptes, des entreprises qui ont des budgets de déplacement entre 300 000 et 2 millions d'euros, mais c'est une définition qui nous est propre, c'est pas une définition absolue. Ce que l'on mesure là, c'est qu'en effet, 80% des besoins sont identiques entre une PME et un grand compte. On a des PME aujourd'hui qui ont des vraies attentes en termes de dématérialisation, de DI. On a des PME, une majorité qui ont des vrais sujets de préoccupation autour du RSE, par exemple. Elles ont besoin de comprendre quels sont les engagements de leurs partenaires, comment elles ont besoin de piloter leurs émissions de CO2, qu'on les aide dans la mesure du possible à piloter leurs émissions de CO2. Dans les PME, et contrairement peut-être aux idées reçues, mais il y a aussi des VIP, avec ce que ça signifie derrière en termes de gestion de traitement. Les PME ont aussi besoin de mettre en place des circuits de validation, probablement qu'on y reviendra. Les PME ont des attentes en termes de flux RH, ont des attentes en termes de notes de frais, ont besoin d'être accompagnés. C'est tellement vrai d'ailleurs que nous, on a adapté notre organisation et que derrière chaque entreprise, chaque PME, on a mis à disposition de le compte management, un compte manager
qui n'a pas pour rôle de produire de la data, de produire de la statistique, mais véritablement d'accompagner les entreprises autour de ces thématiques de travail. Et le bien-être des entreprises aujourd'hui, enfin le bien-être des collaborateurs au sein des entreprises touche aussi bien les PME que les grands groupes. Et la simplicité dans l'acte de réservation, dans la gestion du voyage est identique quelle que soit la taille de l'entreprise. Ouais. Donc, effectivement, il faut aller un petit peu creuser, aller étudier son besoin, etc. Mais c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que quand on doit y aller, quand on doit se lancer, on ne sait pas forcément qui en interne aller solliciter. C'est des connaissances qui sont un petit peu diluées. Donc, face à tout ça, il faut peut-être se donner une ligne directrice. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder en priorité? Et c'est vrai que dans notre monde, il va y avoir des sujets qui peuvent être, on va dire, structurants. Et si on a déjà une bonne vision de ce qui se passe en interne sur ces sujets, on aura déjà une meilleure idée du modèle qui est le plus approprié pour nous. C'est évident, mais c'est un challenge, c'est-à-dire le connais-toi toi-même avant de connaître tes besoins. Souvent, il faut de l'aide externe. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'avoir des experts qui, d'un point de vue agence, d'un point de vue consulting, d'un point de vue outil, qui connaissent ce qui existe à l'heure actuelle, donc les implications, les possibilités, mais également ce qui va venir plus tard, c'est clé. Et effectivement, c'est le connais-toi soi-même, connais bien l'écosystème, et pour mettre en place la bonne solution de ton partenaire. Et il n'y a pas parfois, ça dépend des besoins. C'est-à-dire que le partenaire, que ce soit l'outil ou l'agence, il y en a certaines qui peuvent être adaptées et d'autres moins en fonction des besoins particuliers. D'accord. Et justement, si on va regarder un petit peu plus dans le détail, peut-être pour essayer d'identifier ces sujets un petit peu majeurs, moi, le premier que je voudrais mettre sur la table, c'est la validation. On le voit, on a des besoins de contrôle au niveau budgétaire, il va y avoir des zones à risque, toute la partie un petit peu sécurité. Il faut s'assurer aussi qu'on se déplace pour de vraies raisons, que ce n'est pas vraiment de la commodité. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu… Bien sûr, alors la validation, c'est un sujet qui est à la fois complexe et où l'outil a complètement sa part, son enjeu et sa place, parce que effectivement, il y a combien de niveaux de validation dans une entreprise en fonction des raisons de voyage. Quand on ne se déplace dans des zones à risque, c'est pas forcément la même chose que quand on se déplace dans son pays. Il faut, et parfois, donc, ce niveau de validation, il faut que l'outil aide l'agence à pouvoir le gérer rapidement. C'est-à-dire que même si on appelle l'agence et qu'il faut un circuit de validation obligatoire, il faut quand même qu'il y ait des outils qui puissent permettre de le gérer rapidement, etc. Et ensuite, il y a toute une nouvelle tendance au niveau de la validation qui apporte un peu de complexité, c'est comment réunir parfois des besoins contradictoires. Je donne un exemple, comment concilier la réservation de no cost ou de non annulable, non remboursable dans l'hôtellerie avec un circuit de validation. Aujourd'hui, il y a des outils comme Goélette et d'autres, mais qui proposent des fonctions un peu innovantes, qui ne sont pas forcément adaptées à tous les clients selon la méthodologie de réservation, mais par exemple de faire finaliser le booking par le valideur pour s'assurer qu'il y ait un contrôle, effectivement, et une validation, même dans le cadre de réservation low cost. Ça, ce sont parfois des fonctionnalités que des outils proposent, mais qui ne sont pas forcément adaptées à toutes les entreprises en fonction de leurs habitudes de consommation de voyage. On est d'accord qu'on est aussi tributaire de toutes les avancées des fournisseurs sur ces sujets-là, de la manière dont ils sont structurés. Et donc, évidemment, il faut trouver des solutions pour pouvoir quand même avoir quelque chose d'homogène au sein de l'entreprise. Mais peut-être en préambule, en effet, parce qu'il y a des limitations de système, mais avoir les idées claires sur ce que l'on veut faire. Est-ce que cette validation, elle sera systématique pour tous ou pas? Est-ce que si elle n'est pas systématique pour tous, elle va dépendre de la fonction dans l'entreprise? Tu l'évoquais clairement, est-ce qu'il y a des limitations par rapport à la typologie du déplacement? Ces questions-là, elles sont éminemment importantes au départ pour que l'outil puisse être paramétré de la bonne manière. Exactement. Et ça, là, c'est le rôle clé de l'agence et de l'ensemble des experts de l'écosystème de justement montrer par l'expérience et de dire aux clients corpo quelle est la bonne méthodologie en fonction de leurs besoins et éventuellement de les amener à changer leurs habitudes si c'est cohérent par rapport aux objectifs de l'entreprise. Donc voilà, revoir un peu tous les scénarios qu'il y a pour s'assurer qu'on a quelque chose d'homogène en on et off. Exactement. Ça, c'est une certitude. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était la typologie des voyageurs. Parce qu'au final, on peut avoir des typologies de voyageurs très, très différentes et on peut avoir des besoins diamétralement opposés. C'est vrai, le constat qu'on peut faire un peu cas général, c'est les attentes et la maturité des voyageurs sont différentes. C'est le point de départ, et ce qui fait que les voyageurs n'auront pas les mêmes besoins, et pas les mêmes besoins, notamment en termes d'accompagnement.
Peut-être une des questions à définir au départ, c'est qui pourra réserver, quels sont les voyageurs qui pourront réserver uniquement pour eux-mêmes et ceux qui pourront réserver pour eux, mais également pour un autre groupe de voyageurs. Quel voyageur devra, quoi qu'il, rester dans la politique voyage et qui aura capacité à s'en extraire, par exemple, des points importants, des questions importantes à avoir. D'autres cas, est-ce qu'il y a plusieurs politiques voyage et est-ce qu'un même voyageur peut avoir deux politiques voyage, par exemple une politique voyage dans le cadre de sa mission au sein d'un CSE, je prends cet exemple-là, parce que c'est notre quotidien, et puis une autre politique voyage lorsque ce même collaborateur se déplace dans le cadre de sa mission. Un autre exemple également, est-ce qu'il faut, parce que je le disais, tous les voyageurs ne se ressemblent pas, il y a des VIP, je l'évoquais préalablement, est-ce qu'il faut une ligne rouge pour ces VIP et est-ce qu'il faut un traitement particulier? Ce sont des questions à se poser dans la compréhension de son besoin pour après avoir une solution qui se superpose parfaitement à ces attentes. Sachant qu'il y a des enjeux technologiques aussi. Hein. Complètement, c'est pouvoir adapter la technologie à ces différentes typologies de politique voyage. Effectivement, il y a différents types de voyageurs, mais le même voyageur peut avoir différents besoins en fonction de la nature de son déplacement. Et il faut que les outils soient complètement adaptés à ces changements, mais sans forcément créer des usines à gaz. Et c'est là où il y a des outils qui peuvent avoir 8 niveaux de validation, sauf que 8 niveaux de validation, aujourd'hui, si un valideur ne le fait pas dans les temps, le dossier saute. Donc, il y a des limitations parfois métiers à indiquer et une orientation à donner aux clients pour que ça soit utile et efficace aussi d'un point de vue pas juste théorique, mais aussi d'un point de vue pratique. D'accord. Peut-être un troisième point aussi qui peut être intéressant à aller regarder, c'est connaître son trafic, où est-ce qu'on va, quel fournisseur on a l'habitude de réserver. Parce que mine de rien, on a quand même une réorganisation côté fournisseur, on peut le voir sur les nouveaux modèles de distribution sur l'aérien par exemple, mais sur le rail aussi, qui se structure, mais dont l'accès est un petit peu compliqué. Donc à un moment donné, bien connaître les endroits où on va et savoir les fournisseurs dont on a besoin, ben, ça permettra de faire un petit état des lieux et forcément, ben, il va y avoir des enjeux de contenu. On est d'accord. Aujourd'hui, on peut aller chercher le même contenu de différentes sources, des liens directs, le GDS, on peut avoir des agrégateurs aussi. Donc, à un moment donné, si on ne peut pas accéder à ce contenu, forcément, ben, on va avoir une adoption online, mais même de l'intégralité des processus qui va être très dégrevée. Aujourd'hui, la technologie se doit d'être, excusez-moi du terme, mais d'être locale, c'est-à-dire d'être à la fois pouvoir répondre à des enjeux globaux, mais également d'être connecté et de répondre à des enjeux locaux. Et dans les transports notamment, et en Europe, il y a beaucoup de spécificités locales. C'est-à-dire que l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie sont très particulières. Il y a des acteurs locaux qui sont très forts. Je pense notamment au train. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture de la concurrence. Donc, c'est comment arriver à être localement pertinent en gardant une vision globale. Et effectivement, c'est là où chaque outil et chaque agence n'a pas forcément la même réponse à ces questions. C'est vrai qu'on peut avoir, pour le coup, d'assez grosses différences. Et connaître ce dont on a besoin, ça permettra aussi de challenger ces fournisseurs. Exactement. Ça, on est d'accord. Alors, là, si on bascule sur quelque chose d'un peu technique, mais malheureusement, bah, on le voit dans notre quotidien, et c'est des sujets qui sont un petit peu, on va dire, structurants et un peu complexes à aller chercher, c'est toute la partie analytique. Donc, tous les éléments dont on a besoin, que ce soit pour le reporting ou pour la facturation. À un moment donné, il faut que ça passe par ces différentes briques. Elles peuvent venir des bases de l'entreprise, des bases de RH, ERP, etc. Et en fait, il faut qu'elles transitent à toutes les étapes de notre processus. Sauf qu'à un moment donné, on va être tributaire aussi de ce que chaque acteur peut gérer en termes de données. Donc, on va avoir l'intégration dans les outils, mais pas que derrière aussi. Bien évidemment, combien de champs analytiques peut générer un outil. Alors ensuite, c'est effectivement combien on peut mettre dans le PNR et combien seront lus et analysés par le système de back-office. Ça, c'est une solution, mais il y a également toute l'intégration directe dans les ERP des clients. La gestion, et là où ce que tu disais est intéressant, Kathleen, c'est qu'effectivement, il faut s'assurer de l'ensemble de l'écosystème, parce qu'un acteur peut dire « moi, je gère 99 champs analytiques », sauf que si, effectivement, le SBT n'en gère qu'une quinzaine et le moyen de paiement n'en gère que 6 ou 9, il y a un moment où il faut être cohérent.
Donc, c'est toute cette analyse préalable qui est importante, mais bien évidemment, les outils, aujourd'hui, tout ce qui est champ analytique, l'analyse de la donnée, l'intégration dans les ERP, etc., se doit d'être complètement touchless. Il doit de moins en moins d'avoir d'action humaine. Et effectivement, c'est là où le rôle des outils, c'est aller chercher l'information là où elle est pertinente et elle est fiable pour la retransmettre à l'ensemble des outils. Et ça, c'est le rôle clé à la fois des SBT, mais également des systèmes de profil, par exemple. Ouais. Sachant qu'au niveau des agences, aujourd'hui, tu as des systèmes, des robotiques qui te permettent de vérifier qu'on a l'intégralité des champs. Enfin, il y a des pare-feux, en fait, à chaque niveau, même, enfin, typiquement au sein de l'agence, aujourd'hui. Oui, il y en a. Mais c'est vrai qu'on vient d'aborder, le temps est compté, en 20 minutes, beaucoup de sujets. Peut-être, et ça peut apparaître comme étant vertigineux quand on n'est pas de l'environnement. Peut-être rassurer sur le rôle des uns et des autres. Je prends le rôle de l'agence, celui que je connais le mieux. Le rôle de l'agence, c'est pas uniquement d'émettre des biais, c'est d'écouter les préoccupations des entreprises, c'est les comprendre et c'est d'accompagner. Et dans l'accompagnement, il y a le fait de poser des questions auxquelles les entreprises n'auraient pas pensé, c'est de faire des propositions de politique voyage. On parlait du trafic et tu évoquais le trafic tout à l'heure, c'est faire l'analyse de ce trafic-là. Et également parfois faire des propositions de contrats avec des fournisseurs. Et puis, c'est aussi de faire des benches, des comparatifs pour les entreprises avec d'autres entreprises un peu comparables pour leur montrer ce qui se fait par ailleurs. Et ça, je crois que c'est tout simplement bien faire notre métier. Nous, agence de voyage, parfois notre métier, c'est juste de bien traduire des besoins en politique voyage. Et puis parfois, eh bien, c'est de co-construire la politique voyage avec les entreprises. Et peut-être une critique à faire, c'est que parfois cet accompagnement par les agences de voyage a été probablement un peu trop froid et chronométré, avec tout dépassement est facturé. Si j'ai une recommandation à faire, c'est appuyez-vous sur une agence de voyage et sur vos partenaires de manière générale, tu disais Hugo, mais notamment les partenaires qui considèrent qu'une implémentation réussie, c'est un investissement et qui ne se débranchera pas du mode projet sans que vous, entreprise, vous l'ayez validé. Le rôle, notre rôle à tous, c'est d'accompagner, d'expliquer et de faire en sorte que sur tous ces sujets, et ils sont nombreux, et tu les as évoqués, Kathleen, il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et le côté champ analytique est le dernier volet de tout ça pour effectivement l'information non visible, mais qui va permettre une bonne facturation, la bonne imputation au centre de coût, etc. C'est la fin de la roue dans le système, c'est la finalisation, mais qui est extrêmement importante pour ensuite effectivement avoir toutes les données et toute l'analyse. Et peut-être un dernier point aussi, qui est plus structurel par rapport à l'entreprise, c'est sa gouvernance. C'est que toutes les entreprises sont différentes dans la manière dont elles vont gérer le déplacement. D'autres vont avoir des structures très figées. On a des personnes qui sont bien identifiées, responsables, etc. Là où certaines se reposeront beaucoup sur leurs partenaires pour la gestion, que ce soit sur l'externalisation, ça peut arriver, mais que ce soit peut-être sur plus de temps sur l'account management, parce que moi en interne, j'ai pas le temps forcément d'analyser mes reportings, etc. Donc, si déjà on se connaît bien ce qu'on est capable d'absorber et ce qu'on veut éventuellement externaliser ou que nos partenaires nous aident à le gérer, ça permettra de leur indiquer où est-ce que je veux mettre le curseur mon entreprise et qu'ils puissent nous proposer derrière le bon dispositif. Absolument, voilà. Absolument. Donc, effectivement, on a abordé, on va dire, des grands sujets qu'il faut aller investiguer au sein de l'entreprise. Si déjà on a de la vision là-dessus, on aura déjà passé une étape qui nous permettra de mieux comprendre ce qui peut nous être adapté en termes de partenaires, de techno, machin, etc. Mais au-delà de ça, une question de priorisation. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais les partenaires qui peuvent répondre sur tous les éléments, qui peuvent cocher toutes les cases, etc. Si, on peut, mais le monde évolue vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie question de… Tous les partenaires n'ont pas les mêmes réponses, effectivement, et selon son besoin. Maintenant, il y a quand même parfois des bons matchs, ça peut matcher à 100%. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ça évolue vite. On voit
sur le train, le fait d'ouvrir la concurrence, beaucoup d'acteurs n'étaient pas prêts à proposer du train Italia sur Lyon-Paris, parce que c'était pas forcément, c'était une nouvelle offre à intégrer, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là, les besoins évoluent en fonction du marché, et ce marché évolue vite. Donc, il faut effectivement, il faut s'y adapter, et parfois c'est le temps d'adaptation où il faut questionner les différents fournisseurs pour savoir à combien de temps ils seront adaptés à tel et tel. Oui, voilà, effectivement, c'est les roadmaps et ce genre de choses. Maintenant, quand on va se poser les questions de la priorisation, on peut déjà essayer de se dire, aujourd'hui, typiquement, j'ai des besoins qui sont tellement particuliers que je vais beaucoup me reposer sur le service offline de l'agence. J'ai besoin d'un très, très fort accompagnement. La techno ne peut pas forcément pallier à tout. Donc, déjà, si on est conscient de ça, ça permettra peut-être d'identifier les bons partenaires agences qui pourront justement avoir le dispositif offline qui va bien. Ça, c'est une première chose. Après, on peut se dire, au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût. Je dois absolument faire des économies. Donc, je vais choisir les partenaires qui vont déjà peut-être… on n'est pas sur… c'est pas quelque chose qu'on recommande nécessairement, mais aujourd'hui, la réalité, elle est ce qu'elle est économique. On va avoir des grilles tarifaires. C'est peut-être vers ces partenaires qui vont proposer des tarifs compétitifs. On va regarder. Maintenant, il y a quand même un très fort enjeu à aller regarder comment nos partenaires vont nous aider à faire des économies. Ces économies, ce n'est pas forcément sur les frais de transaction, ça va être sur tout ce qu'elle va mettre derrière pour aller chercher le meilleur tarif. Donc, on peut avoir ce genre de choses. Et puis après, tu disais, Hugo, tout à l'heure, on est dans un monde qui évolue très, très vite. Typiquement, les entreprises aujourd'hui ont des forts enjeux RSE. Demain, le RSE, sécurité. Demain, ça va être et puis toute la facturation derrière, la démat des factures. Donc, vis-à-vis de ces enjeux, et surtout comment on se projette, il faut s'assurer qu'on se projette dans le même sens et que les sujets sur lesquels on a une réflexion aujourd'hui, nos partenaires, pareil, réfléchissent à ce sujet et sont presque déjà en avance de phase. Il y a une proactivité à avoir, effectivement, on parle de la thématique. Il y a déjà des enjeux réglementaires et légaux. La dématérialisation en est un. Effectivement, il y a le RSE et l'obligation des entreprises de mesurer leur impact, etc. En est un autre. Donc, aujourd'hui, effectivement, tout type d'entreprise se doit d'apporter des réponses là-dessus et challenger les fournisseurs, notamment dans l'écosystème du voyage, pour effectivement s'assurer d'avoir des bons éléments de réponse. Maintenant, on parle de la norme CO2, il n'y a pas de norme internationale et c'est également des enjeux. Et c'est quels acteurs, quel type de sources on va prendre pour que ça soit à la fois cohérent, fiable, mais surtout robuste et surtout qu'il y ait une pérennité dans le temps, que ce soit les mêmes mesures à un instant T ou un mois plus tard. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte et il n'y a pas forcément une seule bonne réponse. Il y a différentes manières de le traiter et c'est là où effectivement c'est important de bien comprendre et de challenger pour savoir si ça répond aux besoins. Mais c'est vrai que s'entourer de partenaires qui ont compris ces enjeux et qui vont, sans forcément toujours avoir des solutions, mais être moteurs, participer à la réflexion, etc., ça va traduire aussi de leur implication sur ces sujets. Donc c'est toujours de bon augure. Quand on se pose des questions, on ne sait pas trop comment avancer là-dessus, c'est toujours rassurant de se dire que nos partenaires ont déjà engagé quelque chose et réfléchissent à ces sujets. Et le fait de pouvoir garantir ou enfin donner la mesure aux entreprises du e-savings, de combien elles auraient pu économiser si des collaborateurs avaient pris la solution la moins chère, etc. Il y a plein de petites aides fournies par les outils, par les agences et par le reporting pour aider à ça. Maintenant, il y a un élément qui est important à prendre en compte aussi, et Grégory, tu n'en seras que d'accord. Aujourd'hui, que ce soit le SBT ou l'agence, ne représente que 2% du budget voyage. Donc, il y a un challenge, le coût de l'agence et le coût de l'outil n'est rien comparé effectivement à l'inflation au niveau de l'hôtellerie ou la hausse des prix de l'aérien, qui sont des éléments clés dans la hausse du budget voyage. Donc, c'est là où l'agence se doit d'apporter des outils pour maîtriser, pour communiquer vis-à-vis de ces hausses, pouvoir les maîtriser et démontrer à ses clients qu'effectivement, on a apporté une offre, un service qui vient amoindrir dans la globalité ses coûts, malgré une inflation importante. Absolument. Et alors, voilà, ça vient un petit peu clôturer cette partie-là. Donc, on a compris nos besoins.
On les a priorisés, donc maintenant, on va peut-être un peu mieux comprendre, et justement avec aussi cette aide par rapport à comment est structuré l'écosystème, on va un peu comprendre quels sont les partenaires qui pourront potentiellement mieux répondre à nos besoins. La conclusion que je voulais donner à tout ça, c'est déjà, on va réinsister sur ce message-là, et je pense que vous allez abonder dans mon sens, on ne peut pas sélectionner des partenaires de manière unilatérale. Enfin, à un moment donné, il faut que ces partenaires ils puissent se parler. Choisir une agence de manière complètement dissociée d'un outil sans forcément qu'il y ait des ponts qui soient faits, qui se parlent, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça parce que nécessairement, un outil ne fonctionnera pas de la même manière qu'il soit plugué les fonctionnalités ne sont pas les mêmes en fonction du GDS de l'agence, en fonction de, effectivement. Voilà, et puis au-delà de ça, il y a toute cette partie aussi humaine qu'il faut avoir en tête parce que la technologie, c'est une chose, mais elle ne remplacera pas nécessairement cette assistance-là. Donc ça, de toute façon, c'est un état de fait et il faut vraiment fonctionner écosystème. Le deuxième point, je veux dire en termes de conclusion, c'est que c'est dommage de se lancer tout de suite dès lors qu'on va essayer de choisir des partenaires. Il faut d'abord faire ce travail d'introspection. Voilà, bien se connaître pour justement aussi bien exprimer ses besoins et qu'on puisse avoir les réponses qui sont appropriées vis-à-vis de ses besoins. Et un autre aspect aussi sur lequel je voulais insister, c'était parfois on comprend qu'il y a un problème, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop la solution à y apporter. Et en fait, c'est pas grave et au contraire, c'est plutôt recommandé de s'appuyer sur ses fournisseurs pour proposer des solutions. C'est-à-dire, au-delà de dire en tant qu'entreprise, je souhaite ça, c'est un problème, je souhaite ça, c'est plus, voilà mon problème, est-ce que vous avez une palette de solutions qui pourrait les résoudre? Bien sûr. Et parfois, la solution peut être centralisée au niveau de l'agence de voyage, qui est centralisateur à la fois de l'outil SBT, mais également de la sourcing hôtelier, par exemple. Mais parfois, par exemple, quand on parle de chargement dans l'hôtellerie, etc., une agence de voyage, même si elle a des compétences, peut faire appel à ses propres partenaires pour experts dans un domaine pour répondre à un besoin très spécifique d'un client, alors que la plupart de nos clients peuvent être répondus en interne sans avoir besoin de faire appel à ce partenaire. Donc, effectivement, c'est clé et j'abonde complètement dans ce que tu dis, Cathy. Je ne peux que être d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai, choisir son écosystème, c'est clé. Et même si ça a un coût, et au final, Hugo vient de l'évoquer, le coût, c'est quoi de l'écosystème? C'est autour de 2 ou 3% des déplacements, des coûts de déplacement de l'entreprise. Juste une chose, mauvais écosystème, c'est galère en perspective. Ça, c'est une réalité. Moi, j'aimerais casser une autre idée reçue, que la crise a déjà bien cassée, c'est que l'alpha et l'oméga, c'est la techno, tu l'as évoqué, Kathleen. Et même si aujourd'hui, les outils, les solutions sont des solutions bien construites et qui ont gagné en maturité, même si on est parfois sur des taux online de 95%, qui est une réalité aujourd'hui, les 5% restants, c'est souvent de l'urgence, de l'angoisse ou de la complexité. Et là, c'est important de pouvoir prendre le relais avec des équipes qui sont des équipes expertes. Et on l'a vu d'ailleurs, il y a eu des défaillances de services pendant la crise qui ont probablement aidé à repositionner le rôle d'une agence de voyage et le rôle des équipes d'une agence de voyage dans les sujets travel. La techno, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et la preuve d'ailleurs, pour l'illustrer, que cette idée reçue pendant ces dernières années est en train de se fissurer fortement. Ce que nous notons aujourd'hui dans les consultations, c'est que, je vais faire une généralité, et désolé pour ça, mais dans les critères de sélection des agences de voyage avant crise, c'était souvent 1, la techno, 2, le prix, 3, le service. 3, le service. Aujourd'hui, la crise a balayé et a renversé cette situation-là et ces critères de sélection. Et on a 1, le service, 2, la techno, notre fameux binôme, et 3, le prix. Alors, je ne dis pas si des acheteurs, des directions de nos achats nous écoutent, là, vont peut-être avoir des poils hérissés. Je ne dis pas que le sujet, du coup, n'est pas un sujet. Je dis qu'une solution, un bon écosystème, ça peut permettre de travailler sur les 98% des dépenses autres que le coût de cet écosystème,
et que ça a beaucoup de valeur. Et c'est important qu'on continue à expliquer pourquoi ça a de la valeur et d'être probablement tous là, un peu plus convaincants sur ce qui est apporté. En tout cas, voilà, encore un travail de pédagogie à faire. Oui. Ça, on en est tous persuadés. J'aimerais juste vous questionner sur, on va dire, 2 éléments un petit peu clés qui font beaucoup l'actualité, puisque voilà, on est dans un domaine qui est très tributaire des avancées au niveau législatif, des nouveaux entrants, etc. Un sujet qui est voilà, au cœur des débats assez passionnés, etc. La NDC. On parlait d'accès au contenu. Aujourd'hui, ça va devenir un challenge, forcément, parce que les compagnies choisissent d'aller chercher de manière beaucoup plus directe le voyageur, mais forcément, les personnes au milieu, les distributeurs, vont devoir un petit peu s'adapter. J'aurais bien aimé avoir votre vision du sujet. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'NDC, c'est une révolution qui a commencé quand même débuté il y a quelques années. C'est-à-dire que ça fait énormément, ça fait déjà moins 4-5 ans qu'on en parle. Lufthansa a été la première compagnie à migrer sur NDC. C'est l'écosystème qui a mis du temps à se mettre en place. Il est en train de se mettre en place, mais effectivement, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a un clair challenge, et c'est un challenge technologique, c'est qu'historiquement, on avait une connectivité à un GDS qui permettait d'avoir l'ensemble du contenu aérien. Après, il y a eu effectivement des agrégateurs qui proposaient du low cost, donc un contenu en plus à agréger. Et aujourd'hui, avec la norme NDC, il y a pléthore de manières d'accéder à cet inventaire. Il y a via des agrégateurs type TravelFusion, Hitchhiker ou d'autres, les nouveaux liens GDS qui proposent ce même contenu totalement imbriqué dans l'opérationnel des agences de voyage, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas leur mode opérationnel, mais il y a également des liens directs avec les compagnies qui peuvent permettre d'apporter ce contenu-là. Et chaque solution a des disparités, que ce soit en termes de process d'émission pour les agences, process d'automatisation du ticketing, process modèle économique différent. Soit il y a une surcharge directement à l'affichage et au prix donné par la compagnie aérienne, par le GDS en l'occurrence, ou pas. Mais il y a également un modèle économique différent pour les agences de voyage. C'est soit ça a un coût, soit ça a des commissions. Donc tous ces modèles sont à bien comprendre, à analyser pour effectivement apporter la bonne réponse. Mais le côté NDC, il y a le rail également, qui est un autre sujet dont on parlera peut-être après, mais effectivement, c'est un sujet qui est un challenge technologique à la fois pour les outils, mais aussi pour les agences, et l'idée, c'est d'avoir une réponse pertinente pour les clients nationaux. Donc, moi, je suis entreprise. Je sais que c'est un sujet qui va arriver, il faut que je vous questionne, il faut que je creuse un petit peu le sujet pour un petit peu comprendre les impacts. Creuser, je ne sais pas s'il faut creuser, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Hugo, en disant la première couche NDC, elle date d'il y a 4 ou 5 ans. Bon, on peut faire quand même le constat que même si la première couche date d'il y a 4 ou 5 ans, la peinture n'est pas encore sèche aujourd'hui. Néanmoins, ce que les entreprises doivent poser comme question ou s'assurer, c'est que leur écosystème est compatible avec ces nouvelles normes et que ces écosystèmes auront capacité à leur apporter la totalité du contenu. C'est ça la seule préoccupation. Est-ce que 1er janvier 2024, l'écosystème choisi par les entreprises permettra de récupérer l'intégralité du contenu? Si la réponse est oui, il n'y a pas de sujet en fait. Tu as la prévente aussi tout de même, sur lequel il faut se poser la question. Bien sûr. Mais la question, alors, il y a deux choses. C'est c'est les contraintes qui peuvent exister ou les limitations des systèmes aujourd'hui côté agence de voyage. Mais la seule question qui doit intéresser les entreprises, c'est est-ce que le contenu est disponible? Après, pour le reste, en effet, il reste encore quelques semaines. Et un autre sujet que je voulais aborder avec vous, alors, tu l'évoquais Hugo tout à l'heure, le rail, parce que voilà, les entreprises poussent énormément leurs collaborateurs à faire du report modal, donc favoriser le rail dans les cas éligibles. Sauf que, on le sait, aujourd'hui, l'accès au contenu, il n'est pas toujours évident. En plus, la SNCF vient de switcher sur sur une nouvelle plateforme. Donc, voilà, c'est des éléments qui bougent, mais pour lesquels aujourd'hui, il y a une véritable interrogation des entreprises. Comment je peux passer l'étape suivante? Alors, pour le coup, ça c'est une réalité. Hugo l'évoquait, c'est au-delà du transfert air vers rail, on a vu d'autres compagnies arriver sur le territoire, Trenitalia sur l'axe Paris-Lyon, on pourrait citer la Renfe sur le Marseille-Barcelone, on pourrait citer la Deutsche Bahn. Là,
en fonction du trafic que tu évoquais, Kathleen, s'assurer en effet que ces compagnies-là soient bien intégrées dans l'écosystème. Et aujourd'hui, ces solutions existent, ces branchements existent. Donc, en fonction de son trafic et de son besoin, poser la question à l'écosystème, aux éditeurs et à l'agence de voyage. Sachant qu'il y a des liens directs, mais il y a des agrégateurs aussi aujourd'hui sur le marché qui proposent effectivement de concaténer. Bien sûr, General, Trendline, Silverway, il y a plusieurs acteurs qui fonctionnent, qui n'ont pas forcément tous les mêmes réponses. Donc, c'est là où c'est intéressant de challenger les fournisseurs pour savoir quels sont les différents. Et parfois, et c'est le cas de GoElec, mais d'autres également, il y a des SBT qui ont plusieurs solutions techniques en fonction de leurs clients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule solution, et parfois, il peut y avoir différentes réponses, même de l'agence de voyage ou des éditeurs. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux merci de vous être joints à moi aujourd'hui. Et puis, voilà, je rends l'antenne. À bientôt. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.